BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Deux experts avec nous sur le plateau, Jean-Philippe Dubosc et Laurent Saillard. Bonjour messieurs. Bonjour. Jean-Philippe Dubosc pour tout sur mesfinances.com et Laurent Saillard pour le revenu. On va parler retraite et comme il faut bien occuper sa retraite, on parlera également nautisme. Laurent nous emmènera rêver, tandis que Jean-Philippe va nous ramener à la dure réalité. Nous, Français, on est pointés un peu du doigt par un rapport de l'OCDE. On est ceux qui passons le plus de temps à la retraite, c'est ça? Voilà, alors tous les ans, l'OCDE, vous savez, ce club des 34 pays les plus développés, fait un rapport sur les pensions de retraite. Et donc cette année, grande nouvelle, les Français passeraient le plus de temps parmi donc les habitants des 34 pays les plus développés à la retraite. Alors, juste, il y a eu un petit pataquès quand même, parce que moi j'étais à la présentation du rapport et c'est ce qu'ils nous ont présenté. Et puis le problème, c'est que quelques heures après, il y a eu un petit rectificatif pour dire que c'était les Françaises en fait. Donc forcément, ça a fait les gros titres des journaux. C'est vrai que les Françaises sont les recordman de loin, puisqu'elles passent 27,2 ans à la retraite, alors que la moyenne de l'OCDE est de 22,3. Et les Français seulement entre guillemets 23 ans, ce qui est quand même pas mal. Alors juste, ça peut paraître un petit peu paradoxal parce qu'en fait les Françaises partent plus tard à la retraite que les Français. Elles partent en moyenne à 61,5 ans alors que les Français partent à 61 ans, enfin que les hommes français partent à 61 ans. Donc tout simplement c'est parce qu'elles ont davantage de trous de carrière à cause de la maternité et donc du coup pour avoir tout leur trimestre, eh bien elles partent plus tard. En fait, ce que pointe l'OCDE, c'est pas trop un problème de retraite, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est l'espérance de vie. C'est qu'en fait, les Françaises ont la meilleure espérance de vie au monde. D'autant que si on prend la fin, on prend aussi le début du côté de l'OCDE, et là on nous dit, attention, française ou français, c'est l'âge de départ qui est particulièrement pointé du doigt, c'est ça? Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire que quand même, ils pointent quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'en 2040, parmi les 34 pays de l'OCDE, il y aura que 4 pays où l'âge minimum de départ sera inférieur à 64 ans. Il y aura le Luxembourg, il y aura la Slovénie, il y aura la Grèce, et puis il y aura la France. On ricane pas. Bon, et il y a aussi le Luxembourg. Hein, bon. Mais il y a le Luxembourg, exactement. Question de moyens peut-être. Ils nous donnent une recette quand même. Alors voilà, alors les experts. Ils ont l'âge fétiche, le nombre d'or. Eh ben non, ils veulent pas. Alors c'est là, c'est un petit peu l'hypocrisie, c'est qu'ils disent effectivement il faudrait pour que le système des retraites français soit viable au-delà de 2050, il faut repousser l'âge minimum de départ à la retraite. Mais ils se gardent bien de donner un seuil, un chiffre, parce que ils savent qu'en France, dès que vous parlez de retraite, dès que vous parlez d'âge de départ à la retraite, eh ben vous avez des gens dans la rue. En fait, c'est ça le souci. Donc, en fait, ils disent qu'il faut bouger, mais ils disent pas de combien. Bon. Et qu'est-ce qui permet finalement à l'OCDE de se montrer ou de sembler si sûr? Alors, en fait, ce que disent les experts, c'est qu'ils disent effectivement l'âge de départ est assez faible en France, mais c'est vrai que les Français vont partir plus tard. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est parce que les gouvernements de gauche comme de droite, depuis 93, jouent sur un levier, c'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir reculer vraiment l'âge de la retraite comme il faudrait quelque part pour que le système soit tenable, eh bien ils jouent sur la durée de cotisation, sur le nombre de trimestres qu'il vous faut pour avoir une pension pleine. Donc c'est un petit peu hypocrite si vous voulez, parce qu'on ne bouge pas l'âge de départ, mais vu qu'on allonge le nombre de trimestres, et ben dans les faits, qu'est-ce que font les gens la plupart? Eh bien ils travaillent plus longtemps pour avoir tout leur trimestre. Donc dans les faits, les Français effectivement partent plus tard. Il se trouve que le lendemain, il y a eu une autre étude, cette fois-ci du ministère des Affaires sociales, qui montre que les femmes de 35 ans vont partir à 64 ans et que les hommes de 35 ans vont partir à 65 ans. Donc là, en fait, de facto, on se retrouve dans la moyenne de l'OCDE. Voilà. Quand la réalité rattrape la fiction.
Voilà pour les bornes de retraite et le temps qu'on va y passer. Ce temps, il va bien falloir l'occuper. Et Laurent, on peut aller l'occuper en se la coulant douce sur les flots, en investissant. Oui, en tout cas, déjà cette saison, c'est le nautique à Paris. Voilà, en profitant de l'ouverture du salon nautique à Paris depuis samedi dernier, juste à côté des studios de BFM. Et déjà, en allant rêver un petit peu, oui, pour voir ce qu'on pourrait faire. Alors, c'est la première pratique qui va coûter le moins cher et en fait, si je veux dire, ne génère aucun souci. C'est le ticket d'entrée au salon nautique. Voilà, c'est le ticket d'entrée au salon nautique et d'aller un petit peu rêver. Alors après, si vous êtes plus intéressé dans l'univers du bateau neuf, il y a une première possibilité qui va être effectivement d'acheter comptant, si on a des liquidités. Simplement, de quoi parlons-nous? On est souvent dans des univers de bateaux pour du neuf où on va aller dans des entrées de gamme dans les bateaux moteurs à 30 000 €. Jusqu'à des très grands yachts, et il y en a d'ailleurs au salon nautique, hein, on peut les voir, ils sont sur place, qui vont être à plusieurs millions d'euros. Donc là, c'est peut-être plus intéressant d'avoir des pratiques une approche du financement un petit peu différente, notamment en s'appuyant sur le crédit. Mais là, dans cet univers-là très particulier, on va pas faire du crédit classique, si on en a la possibilité. Alors, il y a une première condition, c'est qu'il faut acheter un bateau qui est équipé, excusez-moi, ça va être un peu technique, mais équipé en catégorie Hauturias, en gros, qui a le droit d'aller au-delà de 6000 nautiques d'un abri, donc qui peut faire un petit peu autre chose que la simple promenade au bord de l'eau. Et là, dès qu'on est dans cette catégorie-là, on entre dans un univers qui va avoir deux avantages fiscaux, qui est celui de la location avec option d'achat. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un crédit bail en fait. Donc en fait c'est la banque ou l'établissement financier qui va acheter le bateau, qui va vous le louer. Et ça a un avantage immédiat, c'est que bien souvent dans l'univers du neuf, c'est pareil dans l'univers de l'automobile, on a une TVA de 20%. Hein, donc ça fait sur un prix d'entrée important, ça grève tout de suite le montant. Et là, en l'occurrence, dans ce cas de figure, dans une location avec option d'achat, si on remplit la condition, on est sur une TVA divisée par 2 sur les loyers. Et on a aussi un autre avantage immédiat, c'est que puisque c'est la banque qui achète le bateau et vous le loue, c'est donc pas vous qui êtes propriétaire. Et quand, dans les exemples que j'évoquais, si on dépasse le million d'euros, effectivement, pour ceux qui sont assujettis à l'ISF, ça peut avoir un intérêt. Il faudra malgré tout rester bien vigilant. Ce sont des règles écrites. Le droit est en faveur de celui qui le fait. Bien sûr, il faut savoir l'expliquer éventuellement un contrôleur des impôts qui ne connaît pas assez bien la règle, qui voudrait effectivement s'en mêler. Donc pour ceux qui voudraient payer moins d'ISF l'an prochain, vous leur dites allez avant le 31 décembre, achetez-vous un yacht quoi. Alors il faut déjà s'y intéresser et avoir envie de faire ça. Donc il faut connaître cet univers, avoir peut-être un petit peu de pratique et s'y intéresser, ou éventuellement être dans un environnement qui le favorise. Hein. C'est pas forcément d'ailleurs une démarche complètement solitaire, mais de ce point de vue-là, en tout cas, ça peut avoir un intérêt si on est très motivé et si on a le déclic en se promenant dans les allées du salon nautique. En tout cas, après, bien sûr, il y a quelques contraintes. Et notamment, il va quand même falloir donner un apport personnel, parce que comme toujours, hein, les crédits sont intéressants si l'apport personnel au début est significatif. Donc là, plus l'apport personnel par rapport au montant choisi, donc dans les budgets, que ce soit 150 000, 600 000 ou au-delà d'un million d'euros, il faudra que l'apport personnel soit important. S'il s'approche du 40%, ça va commencer à être intéressant sur les loyers mensuels qui seront ensuite payés. Cette manipulation que vous nous proposez avec la LOA, c'est que pour le neuf, ou on peut aller lorgner les bateaux d'occasion? Elle a été conçue pour le neuf, mais elle s'applique si on rachète un bateau d'occasion qui a été acheté avec une LOA, donc et qui la porte encore pendant un certain nombre d'années. Donc ça veut dire que ça fonctionne quand on rachète la LOA. Voilà, dans ce cas-là, on reprend la LOA, on reprend le crédit en quelque sorte avec l'établissement financier, et ça effectivement peut avoir un intérêt là aussi, parce que bien souvent en fait dans cet univers, les gens pratiquent cette location avec option d'achat parce qu'ils vont pas aller jusqu'au bout. Donc ils vont justement le revendre avant la fin. Une fois qu'on a été de l'autre côté du périph', juste en face des tuyaux de BFM, rêver dans les allées, on va voir son banquier et on fabrique tout ça avec son banquier. Oui, alors en fait, on faut voir ça avec le chantier. La plupart d'entre eux, la plupart des financeurs ou des filiales spécialisées des banques ou des établissements financiers sont présentes sur le salon. Mais effectivement, c'est un petit peu comme pour l'automobile. L'automobile a développé ses propres modes de financement. Quand vous achetez un bateau neuf, vous trouvez un certain nombre d'acteurs spécialisés, parfois totalement indépendants. Le plus souvent, quand même, c'est des filiales de grands établissements bancaires. Par exemple, la Société Générale, on a même développé elle en a un avec Beneteau, donc une filiale commune qu'elle a créée avec le principal groupe français et européen. Et puis elle a sa propre filiale spécialisée également là-dessus. Mais les autres grands réseaux comme
les banques populaires ou les caisses d'épargne au sein de BPCE ont créé une entité qui s'appelle Natixis Lease. Voilà, pour en citer quelques-uns, mais chacun a, disons, un établissement spécialisé parce que, en général, bon, il y a des aspects d'assurance qui sont importants, mais effectivement, c'est un montage financier d'un type un petit peu particulier dans la mesure où, en fait, si vous voulez, vous prenez une option d'achat, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous connaissez la valeur de votre bateau que vous pouvez racheter, mais en général, vous ne le faites pas, vous payez un loyer et, en fait, au bout du compte, il faut quand même effectivement faire les calculs et les simulations de prêt. Il faut que ce soit intéressant, donc avec ces 10% de TVA, ces 50% de TVA économisés, donc 10% au lieu de 20%, et également donc cet avantage, on va dire, en ISF. Donc bon, on voit bien qu'on est sur une population un petit peu particulière malgré tout. Laurent, il y a l'acquisition, on est d'accord, mais il y a tous les frais annexes aussi lorsqu'on décide. Voilà, et alors c'est là les limites il y a du rêve. La place au port, il y a l'entretien, Voilà, c'est là les limites du rêve, effectivement, c'est que dès que vous êtes dans cet univers, il faut compter entre 5 000 et 10 000 euros par an de frais annexes hors consommables, qui peuvent être effectivement le fameux anneau, mais aussi la prime d'assurance, tous les frais d'annexe liés, effectivement, les frais annexes, pardon, liés en fait à l'équipement du bateau. Faut être passionné quand même. Et donc voilà, donc c'est quand même effectivement, au départ, il faut une passion assez solide pour se lancer dans la chose. Quand on pilote tout sur mesfinances.com, on se dit que l'investissement plaisir, c'est une gabegie, c'est... Non, mais je pense que c'est comme pour la enfin c'est comme pour l'immobilier. J'imagine qu'il y a des particuliers, ça doit se louer entre particuliers, il doit y avoir des. Alors après, il y a d'autres marchés, oui, tout à fait. Il y a d'autres marchés que celui-là. Parce qu'en fait, votre bateau, vous l'utilisez pas beaucoup. En fait, enfin moi, les gens que je connais, en fait, ils utilisent pas beaucoup leur bateau. Voilà. Donc autant que, en fait, et en général, effectivement, dans tous les schémas qui sont faits avec une location option d'achat, la plupart du temps, ce sont des bateaux qui en fait vont rentrer dans le système de la location, c'est-à-dire qu'en fait ils sont chez un loueur et ils tournent, hein, et donc le propriétaire en fait ne l'utilise qu'une partie de l'année. Alors après il faut effectivement s'assurer que on a bien géré là aussi la fiscalité des revenus qui sont associés. C'est clair que c'est une passion extrêmement coûteuse, c'est pour ça que elle est rapidement, enfin en tout cas elle est rapidement onéreuse. Donc la location est devenue effectivement un des modèles, je dirais, complémentaires de ce type d'investissement. Mais Jean-Philippe posait une bonne question. Est-ce qu'il existe un Airbnb de la location de bateau ? Oui, tout à fait. Il y en a même plusieurs. Oui, il en a plusieurs. Le principal étant Click and Boat, qui s'est un petit peu conçu sur ce modèle-là. L'idée étant effectivement que les particuliers se regroupent entre eux. Enfin, c'est un peu de l'économie de partage pour se proposer en fait mutuellement des locations de bateaux. Ça n'a pas pour le moment, disons, atteint le succès qu'a Airbnb, hein, clairement. Mais enfin, voilà, ça se développe petit à petit. Population intéressée et pas non plus. Voilà, et on part sur une population effectivement plus étroite. Vous êtes très grand, Laurent Saillard. Moi aussi, plus d'1m90. On rentre facilement dans les bateaux là. Alors déjà, il vaut mieux dans ces cas-là choisir un grand bateau, c'est vrai. Mais alors c'est une des choses qu'on découvre quand on va visiter un salon comme le salon nautique, c'est qu'effectivement les constructeurs de plus en plus accordent énormément d'importance à l'habitabilité, à l'espace, et même parfois dans des modèles relativement, enfin j'allais dire modeste, mais enfin on va rester, on va dire, sur un habitable même de 10 mètres. Vous avez maintenant des volumes intérieurs qui sont beaucoup plus importants qu'avant. Il y a eu d'énormes progrès faits là-dessus, oui, tout à fait. Et ben voilà, si vous voulez aller rêver ou franchir le pas, c'est jusqu'au 13 pour le Nautique de Paris. Laurent Saillard et Jean-Philippe Dubosc pour ce premier point placement. On vous garde tous les deux sous la main et avec votre concours, on répond tout à l'heure aux questions de nos autres.